Aigues-Mortes, en Camargue. Il y a 5 ans, sur ce parking, une jeune femme est retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. Elle s'appelle Élodie Morel. C'est une jeune Marseillaise de 28 ans. Elle pensait poser pour une séance photo. Elle est tombée dans un piège. Elle a été puis étranglée. 3 personnes ont été arrêtées pour ce crime. Élodie a grandi dans ce quartier paisible de Marseille. Françoise, sa maman, travaille comme aide-soignante dans un hôpital. Divorcée, elle a élevé toute seule ses 2 enfants, Élodie, l'aînée, et son petit frère, Sébastien. Toujours souriante. Elle aimait bien l'école ou pas? Petite, elle aimait surtout jouer. Elle aimait surtout jouer. D'ailleurs, elle aimait la vie, tout simplement. C'était une personne pétillante de vie. Ça, c'était Élodie. Responsable, du caractère, mais aussi confiante. Elle ne voyait pas le mal. Je crois qu'Élodie n'avait pas une idée du mal, de la méchanceté humaine. C'est quelque chose qui... Je l'ai élevée comme ça. Élodie était mariée et maman d'un petit garçon de 4 ans. La jeune femme était pleine de projets. Elle avait repris des études et voulait vivre à l'étranger. Sa mère est inconsolable. Je me suis beaucoup accrochée à la foi. Là, je me suis vraiment accrochée comme j'ai pu. J'avais que ça. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments ici, comme on dit, je ne hurlais pas parce qu'il y avait des voisins, à se taper la tête contre les murs, il y aurait eu de quoi. Enfin, moi, la peine, elle demeure. Des moments, je suis dans des états pitoyables. Mais il faut garder quand même la joie de vivre. Malgré ce, toujours. Comment Élodie a-t-elle été tuée? Et qui sont les auteurs de ce crime barbare? Tribunal d'Avignon, le 3 mai 2010. Le procès des meurtriers d'Élodie Morel débute ce matin. Pour sa maman, cette audience s'annonce comme une épreuve difficile, mais elle veut connaître la vérité. Je suis prête à tout entendre. Je sais que ce sont des paroles très dures, des détails très douloureux, mais je pense que c'est mieux de tout savoir, pour moi-même d'une part, pour ma famille, pour le papa de Léa. Et il faut penser que Léa grandira et que plus tard, dans sa vie de jeune homme ou d'homme, il voudra peut-être savoir ce qui s'est passé pour sa maman. Francine et Richard Ligné, les complices présumés de l'assassin d'Élodie, comparaissent libres. L'audience commence. Dans le box, le meurtrier Guillaume Mingot, 54 ans, accusé d'assassinat avec acte de torture et de barbarie. Condamné à perpétuité lors d'un premier procès, il a fait appel. De l'autre côté du box, le couple Ligné. Lors du premier procès, ils ont été condamnés à 6 ans pour complicité. Libérés après 20 mois de prison, ils risquent aujourd'hui de voir leur peine s'alourdir. Le procès démarre par l'examen des faits. La Cour veut déterminer la responsabilité de chacun des accusés. Tout commence il y a 5 ans. Élodie Morel vient de reprendre des études. Elle veut s'en sortir seule financièrement. Pour gagner un peu d'argent, elle voudrait poser pour des photos. En avril 2005, elle tombe sur une annonce sur Internet pour des photos de charme, signée par une certaine Nicole Forestier. La proposition est alléchante, 5 jours de travail payés 1 000 € par jour. Après plusieurs échanges de mails, la jeune femme est sélectionnée. Le mari d'Élodie, qui ne souhaite pas être reconnu pour protéger leur fils, témoigne à visage caché. Ça paraissait sérieux.
Le fait d'utiliser un pseudonyme de femme met encore plus, bien entendu, en confiance. Puis c'était bien monté, je veux dire, c'est vrai qu'on avait reçu des plannings bien détaillés, bien écrits, pas de faute d'orthographe, présentés vraiment de façon très sérieuse, ce qui a contribué à mettre Hello en confiance, et moi aussi d'ailleurs, et puis ses amis, et puis tous les gens qui étaient autour, on était très contents pour elle en fait, hein, on est tous tombés dans le panneau quelque part. Rendez-vous est pris le 2 mai à 18 h dans un bar d'Aigues-Mortes. Là, Élodie retrouve Guillaume Mingaud. C'est l'auteur de l'annonce, mais elle ne le sait pas. Il se présente comme l'assistant de la photographe et doit lui montrer les lieux où vont se dérouler les prises de vue. Il monte à bord de sa voiture et sillonne les routes de Camargue. Élodie ne se doute pas qu'elle vient de tomber dans un piège. Elle appelle son mari ce soir-là vers 22 h. Donc voilà, elle me disait qu'elle était arrivée, qu'elle était ravie, que ça se passait bien, qu'elle attendait les caravanes, etc. pour faire déjà une première séance de photos le soir même, etc. Vers 4 h du matin, Guillaume Mingaud change de ton. Il se gare dans un endroit isolé et demande à Élodie de lui donner sa carte bancaire et son code secret. Il est armé d'un revolver et menace la jeune femme. Selon ses déclarations, Élodie aurait fait un geste brusque. Il lui frappe alors la tête contre la portière de la voiture. Le visage en sang, encore consciente, il l'enferme dans le coffre du véhicule. À 4 h 35 du matin, il utilise la carte bleue de sa victime pour faire un plein d'essence. À 6 h du matin, Mingaud arrive à Vergèze, une petite ville de Camargue où il est hébergé pour quelques jours par un couple d'amis, Francine et Richard Ligné. Amis depuis 8 ans, tous les trois travaillent dans la même boîte de nuit. Guillaume Mingaud a besoin d'aide. Il demande aux Ligné la clé de leur garage, situé à 10 minutes à pied de leur maison. Et il m'a dit, j'ai fait une connerie, il faut que je me planque pour la journée. Et moi, je lui ai dit, prends le garage, il est libre. Et il est rentré la voiture et moi, je suis parti au travail. Et il nous a juste dit qu'il avait quelqu'un dans son coffre. Et comme on le connaissait, qu'il racontait toujours des machins extravagants, on ne l'a pas cru. On ne l'a pas pris au sérieux, on n'a pas cru. Guillaume Mingaud va passer toute la journée dans le garage où il séquestre Élodie. Selon ses déclarations, il finira par la tuer vers 23 h en l'étranglant. Dans la nuit, il se débarrasse de son corps en le déposant dans le coffre de sa voiture à elle. Élodie Morel aura vécu 18 heures de calvaire, enfermée dans un garage avant d'être tuée. Que s'est-il passé au fil des heures de cette longue journée? Quelles sont les violences subies par la jeune femme? Pourquoi les Ligné, qui savaient, ne sont-ils pas intervenus pour mettre un terme à son calvaire? Au début du procès, Guillaume Mingaud persiste à dire qu'il voulait seulement lui voler sa carte bleue. Mais il reconnaît aussi avoir tué Élodie. Vous avez entendu là depuis le début du débat, ça vous inspire quoi? Déjà que M. Mingaud a reconnu qu'il avait tué Élodie. C'est déjà un point positif. Je ne les quitte pas des yeux, ni M. Mingaud, ni Mme Ligné, ni M. Ligné. Je pense qu'à un certain moment, ils doivent pas être bien avec eux-mêmes. Moi, j'ai de la douleur, j'ai de la souffrance, qui passera jamais d'ailleurs. Mais j'aimerais pas être à leur place non plus. Alors ce matin, M. Mingaud a reconnu les faits, en partie, les faits qui lui étaient reprochés. Et c'est également la famille qui l'a fait également prendre cette décision pour qu'il trouve un peu la paix en reconnaissant avoir tué, séquestré et tué Élodie Morel. Il ne reconnaît pas l'assassinat, c'est-à-dire la préméditation. Pour lui, c'est je ne peux pas qualifier ça d'accident, mais ça en expliquera un peu plus longuement lors des débats. À la reprise de l'audience, le juge demande à Guillaume Mingaud des précisions sur ce qui s'est passé toute la journée dans le garage. L'accusé nie avoir la victime. Il parle même de complicité avec elle, en lui promettant de la libérer. Mais dans la soirée, la situation dérape. Élodie aurait cherché à s'échapper, il se serait énervé, l'aurait étranglée. Guillaume Mingaud s'accroche à ce scénario pendant plus d'1 heure.
Un moment particulièrement douloureux pour la famille de la victime. Moi, j'étais complètement anéanti de l'entendre. J'avoue que anéanti, parce que là, vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je trouve qu'il était dans une espèce de démonstration de larmes qui ne m'ont pas convaincu absolument à aucun moment. Il était dans une description d'Élodie, tout en l'appelant Élodie d'ailleurs, ce qui est insupportable, parce qu'on a l'impression que c'est une intime à lui. On a l'impression elle rentre dans le coffre, elle en sort, elle y reste, elle reste dans le garage, elle est d'une docilité absolue. Enfin, tout ça, il se présente comme presque son protecteur, quoi. Hein. C'est pas crédible. Quand on a connaissance du dossier, quand on a lu un peu ce qu'il y avait dans le dossier, quand on sait ce qui s'est passé réellement, appuyé par des faits, par des preuves, etc., c'est n'importe quoi. On sait qu'elle a été frappée avec un pistolet. On sait qu'elle a été frappée à la tête avec un pistolet. Je veux dire, je sais pas, moi quand je me colle sur le coin d'une armoire, j'ai mal à la tête. Alors j'imagine, hein, on sait qu'elle a été droguée. On sait que non, faut arrêter, faut qu'il arrête. C'est bien, il se décrédibilise tout seul. Hein. Selon les expertises, la victime présentait 4 blessures à la tête. Elle a été frappée avec le revolver du meurtrier et avec un outil de maçon trouvé dans le garage. Les analyses du corps d'Élodie et du lieu de la séquestration prouvent aussi qu'elle a été droguée, attachée et qu'elle a subi des violences sexuelles. Mais Guillaume Mingaud nie ces faits en bloc. Il s'énerve même quand on lui parle des actes sexuels. Pourtant, à l'âge de 21 ans, il a déjà été condamné par une cour d'assises à 9 ans de prison pour... Je suis assez séduit quand même par la thèse du prédateur. Hein. Je pense qu'il y a visiblement quelque chose de sexuel qui ne se dénoue pas dans ce personnage. Et le fait qu'il veut lui détourner l'attention en parlant d'un projet d'extorsion de fonds sur une carte bleue, enfin, on ne fait pas cette usine à gaz pour ça. Je pense qu'il y a une libido assez considérable. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça. À chaque témoignage, Mingaud prend des notes. Et quand on lui donne la parole, il questionne et contredit les témoins. Ainsi, à l'enquêteur de gendarmerie qui dit l'avoir cru sincère lors des gardes à vue, Mingaud précisera « Je l'ai un peu promené et il a suivi ». La présidente reprend « Vous voulez dire que vous lui avez menti et qu'il vous a cru ?» « Oui », confirme Mingaud. À la fin de la journée, son avocate lui reproche son comportement. Arrêtez de vouloir poser des questions, ça c'est mon job. Mais vous réagissez, parce que vous ne réagissez pas. Et oui, parce que vous réfléchissez pour poser des questions. Vous n'avez pas à poser des questions. Hein? Voilà, il reste encore 3 jours. Allez, à demain. C'est quelqu'un qui est emmuré dans son système de fonctionnement, quelqu'un qui, pour se protéger, ne va pas se livrer. Et c'est vrai qu'il a été mauvais parce qu'il ne sait pas s'exprimer et que lorsqu'il s'exprime, il va pinailler sur des détails qui, pour nous, pour tout un chacun, vont paraître complètement anodins, mais qui, pour lui, ont une importance. Le lendemain, l'audience est consacrée aux 2 co-accusés, Richard et Francine Ligné. C'est dans leur garage qu'Élodie a été retenue prisonnière. Ils sont accusés de complicité de séquestration et de non-dénonciation de crime. Les gendarmes sont formels. S'ils étaient intervenus, ils auraient pu sauver la vie de la victime. Ils ne l'ont pas fait car Mingaud est leur ami. Et ils prétendent aujourd'hui qu'ils avaient peur de lui. D'un côté, vous avez Richard, Francine, quasi-judiciaire vierge, de braves gens de Port-au-Bourg. Et de l'autre côté, vous avez M. Mingaud, X fois condamné, toujours armé, un homme dont on vous a dit qu'il était violent, dangereux. Et un témoin est venu nous dire à la barre, lorsqu'il demande quelque chose, il faut accéder à sa demande, sinon c'est un déferlement de violence. Ce qui explique que les Ligné, ce 3 mai, ils n'ont rien pu lui refuser, et notamment, ils n'ont pas pu refuser ce garage, parce qu'ils étaient, comme toutes celles qui ont été les femmes de Mingaud, comme tous ceux qui l'ont approché un jour ou l'autre, ils étaient absolument terrorisés par cet homme. En plus d'avoir fourni le garage, il leur est aussi reproché d'avoir donné à Mingaud des objets qui ont servi à la séquestration. Des liens, une sangle et une bouteille d'eau. Selon leur déclaration en garde à vue, ils savaient que ces objets devaient servir à lier la victime. Mingaud utilisait d'ailleurs l'expression « pour la fille » quand il leur a demandé. Francine Ligné répétera à plusieurs reprises « c'était irréel ». Si elle a entendu, si elle savait, je pense qu'elle ne l'a pas
Contrairement à ce qu'on a pu vouloir lui faire dire, elle n'a pas compris ce qui s'est passé exactement. Il faut comprendre que tout ça se passe en 12 heures, grosso modo, que dans ces 12 heures, elle voit 2 fois Mengo, et que les 2 fois où elle le voit, il commence par lui dire des choses effectivement horribles, et après il se comporte comme tous les jours. Il boit un café, il mange, il plaisante, il parle d'autre chose, et ça, pour son esprit, c'est incompréhensible. Quand ils disent que c'est irréel, qu'est-ce qu'ils veulent de plus réel? C'est leur maison, c'est leur garage, c'est leur voiture. C'est insensé, quoi. C'est irréel, ça veut rien dire. Et j'aurais apprécié qu'ils viennent dire tout simplement on a été lâches, pardonnez-nous, on a eu peur et il fallait pas avoir peur. Il y a des moments où il faut prendre son courage à deux mains. Quand il s'agit de sauver une personne qui agonise dans des conditions de dignité invraisemblables, on pouvait agir autrement. La fille des Ligné, qui avait 14 ans au moment des faits, est appelée à s'expliquer à la barre sur le partage du butin. Le 3 mai, alors qu'Élodie est prisonnière dans le garage, Mengo va prendre un café chez les Ligné et leur offre le sac à main, le téléphone portable et les chaussures d'Élodie, qui est encore vivante à cette heure-là. Francine Ligné et sa fille ont pris ces cadeaux sans poser la moindre question. Si j'avais su que ces objets venaient de la part d'une dame qui était... Jamais de ma vie je les aurais pris et maintenant je regrette de les avoir pris. Je regrette même que mes parents aient connu M. Mengo. On l'aurait jamais connu. On n'aurait jamais eu tout ça. Je vous ai vu jeter un coup d'œil pendant que vous étiez à la barre vers la maman de la victime. Oui, parce que la pauvre femme, je suis pas maman, mais... Je peux comprendre la haine qu'elle éprouve envers M. Mengo et également peut-être envers mes parents parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas pourquoi sa fille elle est morte, elle ne sait rien et je pense que ça doit être très très dur pour cette dame. Ça m'a touchée, elle était un petit peu mal à l'aise, paniquée, c'est plus que dire. On voyait qu'elle protégeait ses parents et ça, bon, ça se comprend très bien. Mais ça me choque qu'elle n'ait pas eu de réaction. Et les parents n'en parlent pas. Là, recevoir des cadeaux comme ça, je sais pas, on porte un sac à main chez vous, des chaussures, un portable, vous voyez que tout a été utilisé. On s'est dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Enfin, je sais pas, hein, c'est des réactions tout à fait normales. Non, pour moi, ils sont coupables, complices, et j'espère qu'ils auront aussi le maximum. Alors là, j'espère que la présidente ne les loupera pas, hein, ainsi que Mengo. Quelques heures plus tard, un coup de théâtre se produit. Un homme vient témoigner à la barre. Il affirme qu'à plusieurs reprises, il a alerté la gendarmerie sur les dangers courus par Élodie. Il connaissait le projet criminel de Mengo, mais ses mises en garde n'auraient pas été prises au sérieux. Cet homme s'appelle Dominique Tarasco. Dans la région d'Aigues-Mortes, il est bien connu des autorités locales. Il gère une célèbre bodega illégale appelée les Poubelles, où les notables et la jet-set locale se retrouvaient pour faire la fête. Je n'ai que des bons souvenirs parce qu'il n'y a jamais, jusqu'à l'affaire Mengo, il n'y a jamais rien qui a foiré ici. Jamais. Tarasco et Mengo étaient amis depuis 10 ans, depuis que Mengo travaillait dans sa boîte comme vigile. Le 2 mai 2005, l'accusé passe l'après-midi chez Tarasco, avant d'aller à son rendez-vous avec Élodie Morel. Mengo parle à Tarasco de son projet de vol de carte bleue. Tarasco est inquiet. Je lui ai dit la carte bleue, si tu prends une carte bleue, tu vas pas nécessairement, on va pas te donner le code. Et là, il me montre un calibre 44. Et il m'a dit, tu connais quelqu'un, tu me dis, toi, avec ça sur la tête, est-ce que tu me donnerais pas ton code? J'ai dit, dans ces conditions, oui. D'autres confidences l'inquiètent encore plus. Mengo évoque un trafic de femmes pour la... Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire avec cette fille? Il va la vendre. Il va la vendre. Il va la vendre et on la verra plus. Hein. Et parce qu'il dit, pas à moi, mais à mon ami, il lui dit, je vais avoir une grosse somme d'argent et je te filerai 3 000 €. Alors là c'est la surprise. C'est pour ça que mon premier réflexe, c'est de sauver cette fille, parce que c'est possible de la sauver. Il fallait faire vite. À 17h15, Tarasco appelle un ami gendarme. Il l'informe du rendez-vous entre Mengo et Élodie, prévu 3 quarts d'heure plus tard, dans un bar de la région. Il demande aux gendarmes de procéder à un contrôle
pour intimider Mingo. Il me dit, mais pourquoi tu me donnes ça, pourquoi on doit faire ça? Parce que j'ai dit, je ne sens pas, ce mec va faire une connerie, alors il faut l'éviter, il faut éviter qu'il fasse sa connerie. Et le fait de l'avoir contrôlé et de contrôler la fille avec qui il est, je suppose qu'il ne fera rien. Une patrouille de gendarmerie se rend effectivement au bar, comme le prouve ce procès-verbal. Les gendarmes observent le couple de loin, mais n'interviennent pas. Toute la soirée, Dominique Tarasco cherche Mingo pour l'empêcher de commettre le crime. Celui-ci est en train de sillonner la région dans sa voiture avec Élodie. Vers minuit, Tarasco et son ami s'arrêtent à ce rond-point où des gendarmes effectuent des contrôles. Tarasco discute avec les gendarmes. À ce moment-là, son ami voit arriver la voiture de Mingo. Elle les a aperçus à cet endroit même, là où il y a le passage clouté. Alors moi, je regarde la voiture arriver. J'ai vu qu'ils étaient deux à l'intérieur. Alors là, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai dit vite, allez-y, il faut y aller. Et personne ne bouge. Il y avait le fourgon de la gendarmerie, il y avait la voiture. Personne ne bouge. Un jeune gendarme aurait accusé Tarasco d'être ivre. Une dispute éclate. Pendant ce temps-là, la voiture de Mingo file avec Élodie à son bord. Mais pourquoi Tarasco n'a-t-il rien dit lors du premier procès? Il affirme qu'il aurait perdu les protections dont il jouissait pour sa boîte de nuit clandestine. Les gendarmes m'ont bien précisé que je ne dois parler à personne. Je ne dois absolument parler dans mon intérêt. Dans mon intérêt, je ne dois rien dire à qui que ce soit. Et si je ne joue pas le jeu, je vais éclater au grand jour. Puis là, il ne fallait plus espérer quoi que ce soit de cet endroit. Hein. Plus de protection. Voilà, plus aucune protection. Voilà. Donc c'est une forme de menace. Le privilège, je n'en bénéficierai plus. Et c'est une menace. Je n'appelle pas ça une forme de menace. C'est une menace au silence. Les révélations de Dominique Tarasco créent la stupeur dans la cour d'assises. La mère de la victime est consternée. Là, je suis complètement... Moi, je suis abasourdie, hein, parce que si on ne peut même plus faire confiance à la gendarmerie, alors je me demande vraiment à qui on peut faire confiance. Hein. On ne peut plus faire confiance à personne. C'est insupportable pour les parties civiles de savoir que, parce que peut-être il aurait pu, ce témoin-là, éviter le drame si on l'avait pris au sérieux, on gomme tout, on efface tout et on ne lui permet pas de s'exprimer. C'est pas possible de penser comment ça peut se passer comme ça. La présidente décide de ne pas donner suite aux déclarations de Dominique Tarasco. Selon elle, ce témoignage ne change rien aux faits reprochés aux trois accusés. Mais la famille ne compte pas en rester là et pense déposer plainte. C'est le dernier jour du procès. La Cour va maintenant entendre les plaidoiries des différents avocats et le réquisitoire de l'avocat général. Ce dernier insiste sur la dangerosité de Guillaume Mingo. Les violences physiques et psychologiques qu'il a infligées à la victime relèvent, selon lui, d'actes de torture et de barbarie. Cette jeune fille, elle est quand même dans un climat de terreur puisqu'elle ne sait pas quel est son devenir. Elle a certainement l'espoir, dès lors qu'elle a la conscience qui peut être la sienne, en étant droguée, de pouvoir en réchapper. Et elle est sous donc les mains de son bourreau, de son tyran qui en fait ce qu'il veut. C'est un peu comme un jouet pour lui. Hein. Et comme je l'ai expliqué, compte tenu de la personnalité de l'intéressé, puisque les expertises nous enseignent qu'au regard de sa psychopathie avec des traits de perversité, celui-ci est, à mes yeux, donc incurable et non réadaptable. Contre Mingo, il demande le maximum. La prison à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. Pour les Ligné, il réclame 10 ans d'emprisonnement, en insistant, s'ils n'avaient pas fourni les moyens et s'ils avaient réagi, Élodie Morel serait encore en vie. Dans leur plaidoirie, les avocats des Ligné demandent au juré l'acquittement pour les faits de participation à la séquestration. En revanche, ils plaident coupables
pour la non-dénonciation du crime. Devant ce crime qui est effectivement affreux, les gens ont eu besoin de plusieurs coupables, parce que la seule tête de Mengo ne suffisait pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on a cherché à avoir la tête aussi de monsieur et madame Ligné, parce qu'on avait besoin, parce qu'on ne comprenait pas comment un homme peut aller aussi loin. Et je crois que la vérité, c'est que leur rôle dans tout ça, il est quasiment inexistant. C'est pas leur faire injure, mais ils n'étaient pas armés pour pouvoir réagir face à quelqu'un comme Mengo. La présidente suspend l'audience avant de donner la parole une dernière fois aux accusés. Les avocats des Ligné répètent avec leurs clients. Peut-être. Oui, j'étais là, mais j'ai jamais voulu faire de mal à cette jeune femme, ni de Mengo à lui faire de mal. D'accord. J'y pense tout le temps, j'aurai des remords toute ma vie. Oui, d'accord. Je me souviens de ce que j'ai dit. Vous voulez jouer ce papier? Guillaume Mengo, de son côté, prononcera une seule phrase « J'ai pris une vie et je vivrai avec toute ma vie ». La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Une longue attente commence, surtout pour les Ligné qui comparaissaient libres et qui risquent de finir la soirée en prison. La justice va être rendue ce soir, mais ça ne rendra pas la vie de cette pauvre femme. Donc, s'il faut payer, on payera. Même si on n'est pas vraiment coupable. Ben moi j'ai une fille. J'ai ma fille, 20 ans, elle a encore besoin de moi. Enfin de nous. C'est vrai que je voudrais rentrer chez moi. Mais je sais pas le verdict. J'attends. Regardez, ils ont préparé leurs sacs parce que c'est vrai qu'ils ont envie de rentrer, mais quand on voit ces deux sacs là, ben, on se dit, ben, on a tout fait pour pas qu'ils prennent les sacs ce soir. Et mon Dieu, qui n'emporte pas les sacs ce soir dans une maison d'arrêt. Après 7 heures de délibéré, le verdict est rendu. Guillaume Mengo est reconnu coupable du meurtre d'Élodie avec acte de torture et de barbarie, mais sans préméditation. Il est condamné à 30 ans de prison, dont 20 avec sûreté. Sa peine de sûreté est réduite de 2 ans par rapport au premier procès. En revanche, Richard et Francine Ligné prennent 2 ans de plus et sont condamnés à 8 ans de prison. Pour la mère d'Élodie, justice a été rendue. Le verdict a été juste. Voilà. Il vous satisfait? Oui. On craignait que la peine soit beaucoup plus diminuée, puis non, je pense que le 20 ans de sûreté, c'était 22, donc on s'en tient à 20 ans, il n'y a que 2 ans. Le mot perpétuité n'a pas été prononcé, mais 30 ans, c'est quand même long. Voilà. Et pour les Ligné? 8 ans. Bon. Et il faut faire encore 4 ans. Je pense que bon. L'avocat général avait demandé 10 ans, 8 ans, c'est raisonnable. Le meurtrier et ses 2 complices sont repartis en prison le soir même.